Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur En pleine forme, votre émission santé. Pourquoi votre émission? Parce que chaque jour, vous pouvez nous transmettre, quand vous le souhaitez, vos questions sur www.enpleineforme.net et nos spécialistes de la santé vous répondront avec grand plaisir. N'hésitez pas, voyez, vous pouvez nous poser toutes vos questions, les plus simples comme les plus complexes, nous vous répondrons. Avec nous aujourd'hui en plateau, 3 spécialistes. Tout d'abord le docteur David Gutmann, chirurgien dentiste. Bonjour David. Bonjour Anne-Laure. Également avec nous le docteur Xavier Latouche, chirurgien esthétique. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Et enfin, Philippe Vernois, enseignant certifié en PNL et hypnose. Bonjour Philippe. Bonjour Anne-Laure. Donc tout d'abord aujourd'hui, une question pour le docteur Gutmann, chirurgien dentaire. Une téléspectatrice s'interroge, ou un téléspectateur d'ailleurs, puisque la question est un petit peu particulière. Je voudrais avoir les dents plus claires. Vous me conseillez juste un détartrage ou un blanchiment? Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre la différence entre le détartrage et le blanchiment. Le détartrage, c'est tout simplement l'action d'enlever du tartre ou des colorations, comme de la décoloration de la cigarette ou du café sur les dents. Schématiquement, quand on mange, des bactéries, des microbes, ainsi que des débris alimentaires microscopiques vont se développer sur les dents. Le soir, le matin, le midi, on prend la brosse à dents, on se brosse. La plaque dentaire, ce qu'on appelle la plaque dentaire, disparaît. S'il y a un mauvais brossage, cette plaque dentaire va se minéraliser, se calcifier, former du calcaire, le calcaire qu'on appelle le tartre. Quand justement il y a du tartre, il est important justement d'aller chez son dentiste pour faire le détartrage. Le détartrage va permettre effectivement de libérer les gencives et de redonner une teinte à la dent. Les gencives. Voilà, c'est-à-dire que le tartre se bloque souvent au niveau des dents, entre la dent et la gencive. Le fait de faire un détartrage va tout simplement éliminer les dépôts qui étaient sur les dents et ça va redonner une teinte à la dent. Mais la dent ne va pas blanchir pour autant. On va retrouver la couleur naturelle de la dent. En enlevant le tartre, en enlevant les taches de café, les taches de cigarette, on va tout simplement retrouver la couleur naturelle de la dent. Le blanchiment, c'est une technique totalement différente. Le blanchiment, d'ailleurs, toujours fait après détartrage. On commence toujours par un détartrage, puis le blanchiment. Le blanchiment, on va appliquer sur la dent, donc sur la surface de la dent, un produit, du peroxyde d'hydrogène pour un mot savant, qui est un acide, et qui va permettre d'effectuer un éclaircissement de la dent. Il ne faut pas s'imaginer que la dent va blanchir, la dent va s'éclaircir. Il est par contre très important de dire que les nouvelles normes doivent faire que le blanchiment ne peut pas, en tout cas la concentration en peroxyde d'hydrogène ne peut pas être supérieure à 6%. Ce qui veut dire qu'il ne faut plus penser qu'avec un blanchiment, qu'on appelle d'ailleurs éclaircissement dentaire, on va avoir les dents blanches. Mais on n'est pas toute star d'Hollywood. Donc si on veut par contre avoir des dents blanches, il faudra passer à des techniques un peu supérieures comme des facettes dentaires, qui sont des techniques un peu différentes. Mais il est très important de dire qu'il est d'abord obligatoire de faire un détartrage pour libérer les dents, et ensuite le blanchiment permet d'éclaircir, de gagner une teinte ou deux, et d'avoir des dents un peu plus éclatantes. Mais est-ce que tout ça, ça n'abîme pas la dent? Parce que l'émail, il est quand même entamé, puisqu'il y a une protection qui est faite par les bactéries, si on peut appeler ça une protection, c'est une couche. Mais ensuite, parce que là, on attaque, quand vous parlez d'acide, c'est un petit peu impressionnant. Alors, donc, concernant le détartrage, d'ailleurs, souvent les patients me demandent, le détartrage, est-ce que ça raye les dents? Non. Le détartrage est fait avec des ultrasons ou des instruments mécaniques. Le détartrage ne raye pas les dents. Donc, mieux vaut faire plusieurs détartrages plutôt que de se dire « je ne veux pas rayer mes dents, donc je ne fais pas de détartrage ». Donc le détartrage n'abîme pas les dents, le blanchiment n'abîme pas les dents non plus, d'autant plus que les nouvelles normes maintenant nous interdisent en tant que praticiens d'utiliser plus de 6% de peroxyde d'hydrogène. Par contre, il peut y avoir, on va dire, quelques suites post-opératoires. Suite à un blanchiment dentaire, souvent, il y a des sensibilités, des hypersensibilités post-opératoires. Ça veut dire que la dent est un petit peu sensible au chaud et au froid pendant une semaine ou deux. Voilà. Mais pas de conséquences dramatiques. Pas de conséquences dramatiques du tout, à terme. Par contre, il est important de savoir que suite à un blanchiment, il y aura certaines précautions à prendre. Pas de boisson trop froide, pas de boisson trop chaude. D'accord, super. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces indications, Dr Gutmann. Et puis donc rendez-vous chez votre dentiste pour vous rendre un sourire plus agréable. Merci. Avec nous aujourd'hui donc également Dr Latouche. Une question donc là un petit peu particulière mais qui ne me concerne pas. J'ai des seins qui tombent, je voudrais augmenter la taille de mes seins. Que puis-je faire? Donc nous avons une téléspectatrice qui est un petit peu embarrassée apparemment.
Pourriez-vous l'aider? C'est une question qui est tout à fait d'actualité parce que il y a beaucoup de femmes il qui y a sont touchées quelques par mois ce ou problème. quelques années, je vous aurais répondu de façon unique, il suffit de mettre des prothèses. Bon. Aujourd'hui, l'implant mammaire a subi quelques avatars. Vous vous souvenez d'affaires encore fraîches à la mémoire. Oui. Et commence à émerger une autre technique qui demande d'être traité avec prudence, mais qu'on appelle la lipoplastie des seins. Qu'est-ce que c'est que la encore un grand lipoplastie terme des médical. seins? Un mot savant, Merci, mais pourtant, messieurs. c'est quelque chose dont la plupart des femmes rêvent. Ah. C'est de vous prendre, en résumé, Oui, on vous prend la graisse sur les fesses et on vous la met au niveau des seins. Ah, mais c'est parfait. Voilà. Donc, Sans au douleur. niveau des fesses, au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau de... Donc, finalement, c'est assez vertueux. Le principe est de retirer de la graisse là où on n'en a pas envie et de mettre des volumes et des formes, des courbes là où on le souhaite. Ça paraît simple comme ça. En fait, il s'agit de 2 interventions en une seule, donc c'est déjà un petit peu long. D'autre part, ça demande un petit peu de recul. Alors, il ne faut pas croire que ça débarque comme ça. Il y a des gens qui ont quand même maintenant une douzaine d'années de recul. Je pense à un chirurgien franco-libano-américain de Floride qui a en gros, le docteur Khoury, qui a en gros 12 ans de recul. Donc, on sait que ça marche. On n'est plus en phase de test. Pas du tout. Par contre, avec un inconvénient majeur. Ah. Il y a une résorption d'une partie de la graisse qui a été injectée, qui est de l'ordre de 50%, mais de l'ordre de. C'est-à-dire que contrairement à l'implant, où on peut faire un test avant et dire, voilà, je veux ça, 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 là, on va dire, on va augmenter les seins, vos seins vont moins tomber, vos seins vont être plus gros, mais exactement de combien, aujourd'hui, il est impossible de le prévoir. Et donc, ça fait partie des aléas qu'il faut éventuellement accepter. Mais c'est une alternative à l'implant mammaire qui est quand même extrêmement intéressante. Oui, il n'y a pas de corps étranger, c'est sûr. Mais quand on incorpore un corps étranger, il y a quand même une forme qui ne bouge pas. Est-ce que lorsque l'on prend sa propre graisse, on prend un risque d'avoir une forme un peu différente ou d'avoir... quelle est l'évolution sur le long terme, justement, de cette technique ? Alors, pardonnez-moi, mais vous êtes totalement dans l'erreur. Ah. Parce qu'avec les implants mammaires, on a des changements de forme. Ah. On a des changements de forme avec le temps, ce qui fait que, généralement, on est obligé de réintervenir 10, 12, 15 ans plus tard pour changer l'implant. Ah oui, c'est pas définitif. Et puis, quelquefois, il ne reste pas à la place où on l'a mis. Il peut se déplacer. À l'inverse, la graisse qui a été greffée, les cellules vivantes qui ont été greffées et qui ont pris, elles ne bougent pas. Elles vont être stables, elles se sont intégrées comme les tissus de la personne et par conséquent, elles vont être stables dans le temps. Alors, bien sûr, on en reparlera, donnons-nous rendez-vous dans 25 ans si vous voulez, pour en reparler et faire un petit peu le bilan de 25 ans de lipoplastie, mais je pense... Alors, une dernière chose, c'est une technique avec 0 cicatrice. Ah, donc en plus, peut-être moins de douleur, pas de cicatrice. Les gens sortent le lendemain de l'intervention et peuvent reprendre leur activité en 48 heures. En 24 heures, que du bonheur. Oui. Bon, bah écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup donc, pour toutes ces femmes qui pensent donc, à vouloir augmenter la taille de leur sein. Merci, docteur Latouche. Philippe Vernois, aujourd'hui, une question d'un téléspectateur qui n'arrive pas à séduire, donc également un autre problème. Donc après le problème des dents jaunes, des petits seins, nous avons un problème donc avec la séduction. Est-ce que la PNL pourrait l'aider ? Est-ce que vous pouvez nous guider un petit peu sur la PNL ? Est-ce qu'elle peut aider donc ce téléspectateur ? Tout à fait. Ah. Les techniques de base en PNL peuvent être très utilisées dans le cadre de la séduction. La séduction, ça passe par 2 langages. Un langage corporel, d'une part, un langage non-verbal, et puis un langage verbal. Et ce qui fait que vous créez du lien avec une autre personne, c'est ces 2 langages-là. Le premier langage, c'est le langage non-verbal. D'accord. C'est votre attitude corporelle. Vous allez donc apprendre des techniques qui vous permettent assez facilement de vous caler sur les attitudes corporelles de l'autre.
pas de singer les attitudes corporelles de l'autre, hein, Oui, mais de c'est vous caler intéressant. sur des attitudes qui sont du même registre. C'est-à-dire On apprécie les gens qui sont du même monde que nous. Quand vous êtes avec des amis, que vous buvez un verre et vous êtes en soirée, vous allez vous apercevoir que tout le monde va lever un verre en même temps. Il y a une synchronisation qui se met en place. Quand vous voulez séduire, vous vous synchronisez de la même façon. C'est un langage naturel avec la personne que vous voulez séduire. Ça permet de créer le lien. Après, il y aura du travail à faire. Et le langage verbal va vous permettre de vous caler sur la façon dont la personne perçoit le monde. Certaines personnes perçoivent le monde plutôt de manière visuelle, d'autres de manière plutôt auditive, et d'autres sont plutôt dans les ressentis. D'accord. Et la PNL va vous apprendre comment repérer à travers le discours de la personne ses fonctionnements. Juste pardonnez-moi, rappelez-nous PLN, ce que ça veut dire exactement. Programmation neurolinguistique. D'accord, donc c'est des codes finalement. C'est des codes, c'est la façon dont nos mécanismes mentaux fonctionnent et les outils qui peuvent intervenir là-dessus. Et notamment, comprendre comment l'autre fonctionne vous permet de rentrer plus facilement en rapport avec l'autre, de créer plus facilement du lien. Après, il faut faire vos preuves, ça ne fait pas tout. Mais Vous ne nous offrez pas un mode d'emploi universel quand même. Ce n'est pas des codes qu'on peut appliquer presque. Ça a été malheureusement détourné par des commerciaux pour influencer à la vente. Ce n'est pas le meilleur aspect de la PNL, mais la séduction en est un bien meilleur. Et si vous arrivez à créer ce lien à la fois non verbal à travers vos habitudes corporelles et à la fois verbal à travers la façon de penser de l'autre, vous arrivez facilement à créer un premier contact facile. Après, c'est autre chose. Puis, petite astuce un peu rigolote, c'est dites-nous. pour les hommes qui veulent séduire des femmes, écoutez-les parler de leurs émotions, prenez une phrase type, quelque chose qu'elle exprime, et resservez-lui une minute après exactement cette phrase au mot près. Les mots sont importants parce que les mots de la personne ont un sens précis pour elle. Elle trouvera que vous êtes la personne qui la comprend le mieux au monde. C'est un peu une escroquerie quand même. Non, c'est une façon de créer un premier contact. Ah, la séduction est un peu une escroquerie, c'est vrai. Mais c'est une parade amoureuse. Comment demeurer dans sa vérité, justement, en utilisant ces techniques de Ces techniques vont vous permettre de rentrer en contact. Après, le reste... Après, il faut faire le reste. D'accord, donc c'est juste... Si c'est du mensonge, si derrière vous trichez, ça ne le fait pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc il faut quand même utiliser des codes qui nous correspondent finalement. Tout à fait. D'accord. Si vous avez des fonctionnements qui sont très différents, ça ne donnera rien derrière. Donc on ne peut pas utiliser n'importe quel code pour n'importe quelle personne. Non, chaque personne a ses codes de fonctionnement. Ok, d'accord. Il suffit de savoir les repérer. Écoutez, merci beaucoup Philippe Bernois pour toutes ces précisions. Merci à David Gutmann, merci également à vous Xavier Latouche. Et puis n'hésitez pas donc à nous retrouver donc, sur www.enpleineforme.net, à nous poser vos questions. Nos spécialistes se feront un grand plaisir de vous répondre. Merci et à très bientôt. Au revoir.